donc je m'appelle Jeanne-Marie Viel, et je vais vous expliquer en quelques mots ce qui m'a amenée ici ce soir. Je vous remercie déjà d'être venu. Et donc je vais vous expliquer en 2 mots pourquoi je suis là. Donc en fait, moi je suis de formation ingénieur agronome et économiste. Et j'ai enseigné pendant 30 ans à AgroParisTech, une école d'enseignement pour ingénieurs agronomes, une école supérieure. Bon. Et quand j'ai pris ma retraite et que je me suis installée à Donville, parce que j'habitais dans la région parisienne, eh bien, j'ai eu envie de former des gens qui ne soient pas des étudiants. Des gens comme vous et moi, enfin des gens qui n'ont pas spécialement de connaissances en économie. Donc, je me suis proposée à l'université Interage, antenne de Granville et antenne d'Avranches. Et j'ai adoré, parce que j'ai trouvé ça passionnant. Et ça fait là, je commence ma 6e année à l'UIA de Granville et à l'UIA d'Avranches. J'ai plein de gens qui viennent, des gens qui n'ont pas forcément de formation en économie. Et ça se passe très bien, et voilà, c'est super. Donc je me suis dit, alors à l'occasion de ces cours à l'UIA, je me suis intéressée un peu plus qu'avant à l'Union européenne. Et là, j'ai compris des choses qui sont très proches de ce que dit l'UPR, mais je ne le savais pas encore, que ce que j'avais compris, c'était proche de ce que dit l'UPR et de ce que disait François Asselineau. Alors j'ai expliqué ça à mes étudiants, et puis quelques temps après, je ne me rappelle plus exactement, j'ai découvert François Asselineau, et j'ai écouté ce qu'il disait pour compléter, etc. Et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des choses, on avait compris la même chose, quoi, en gros. Il avait compris beaucoup plus de choses que moi, mais en tout cas, j'avais compris pas mal de choses comme lui. Bon, donc c'est ça qui m'a amenée à devenir adhérente à l'UPR, et puis aussi à me dire qu'est-ce que je peux faire. Alors moi, je suis complètement nulle pour la prospection, aller demander à quelqu'un est-ce que vous voulez parrainer un président, etc. Non, moi je suis archi nulle, j'ai horreur de ça. Alors, par contre, ce que je sais faire, c'est enseigner. Donc je me suis dit, je vais proposer d'enseigner ce que je sais faire, l'économie, pour former les adhérents. Et donc j'en ai proposé ça au bureau national, hein, c'était au moment du barbecue, et ils m'ont dit qu'ils étaient très intéressés. Un des responsables de formation, qui s'appelle Éric Mercier, m'a dit qu'il était très intéressé par le fait que ce que je vais vous dire, à vous les adhérents de la Manche, soit filmé, de façon à ce qu'il voit comment lui peut l'exploiter, soit directement, soit en refaisant des vidéos sur les mêmes sujets. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, et je suis absolument ravie de voir qu'il y a des personnes qui ont répondu. Ça, j'avoue que je ne m'y attendais pas. Donc je suis très contente. Merci. Alors, voilà, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais vous parler d'économie. Mais vous allez probablement être surpris de ce que je vais vous dire, parce que je ne vais pas vous parler de graphique ou de choses comme ça. Vous avez vu le programme. Ça va être une vision un peu chronologique de ce que l'économie est, comment elle s'est construite, sur quelles notions, par qui, comment, et en même temps, une vision du monde tel qu'il a évolué et de l'économie qui pose des questions et qui essaye d'y répondre. C'est ça que j'essaye de faire. Alors, donc, vous avez vu le programme, mais je vais quand même vous représenter en gros ce que j'ai l'intention de faire. Alors, il n'y a que 3 séances programmées. Si vous n'êtes plus intéressé, on arrêtera au bout de 3 séances. Mais si par hasard vous étiez intéressé, je suis tout à fait partante pour continuer. Hein? Alors, ce qu'on va faire ensemble, eh bien, on va parler d'économie. Alors, qu'est-ce que c'est que l'économie? Ce n'est pas forcément ce qu'on croit. L'économie, alors je fais mon petit François Asselineau, là je dis ça vient du grec, oikos, qui veut dire la maison, et nomos, qui veut dire la loi, la règle. En fait, ça veut dire simplement le fonctionnement de la maison. Et vous savez, vous connaissez éco, dans écologie aussi, c'est l'environnement, le milieu. Et donc, en fait, l'économie, c'est simplement l'organisation de la maisonnée ou de la famille ou d'une communauté pour arriver à vivre dans l'endroit où elle est. C'est uniquement ça l'économie. Ça n'a rien à voir avec le commerce. Le commerce, c'est autre chose, ce n'est pas de l'économie. Enfin, c'est une partie, mais dans l'histoire de l'humanité, le commerce, c'est à peine 1% de l'histoire de l'humanité. Le commerce au sens où on l'entend aujourd'hui. C'est-à-dire c'est à peine un battement de cils dans l'histoire de l'humanité. Le reste du temps, il n'y a pas eu de commerce au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Je vous expliquerai ça à l'occasion des cours.
Et donc moi, je vais remonter dans le temps, 3 millions d'années, il y a 3 millions d'années, à l'époque des sociétés égalitaires. Alors ne croyez pas que c'est ringard, que c'est un vieux truc, pas du tout. Pendant 3 millions d'années, l'humanité a vécu dans des sociétés complexes, ce n'étaient pas des hordes de sauvages, hein, c'est des gens tout à fait organisés, et qui ont vécu dans des sociétés égalitaires, sans qu'il y ait de prise de pouvoir durable dans ces sociétés pendant 3 millions d'années. Vous vous rendez compte dans notre histoire? Alors qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a quelques rapports de pouvoir. On est entouré de quelques rapports de pouvoir. C'est monstrueux actuellement. Et bien là, non. On a vécu l'humanité 3 millions d'années sans ça. Donc moi, je trouve ça intéressant d'aller regarder comment ça fonctionnait. C'est une chose qu'on va faire aujourd'hui. Et puis, on va comprendre aussi comment les inégalités sont apparues. Parce qu'elles sont apparues. Mais elles sont apparues assez récemment. Elles sont apparues à partir de moins 30 000, enfin 30 000 avant Jésus-Christ, quelque chose comme ça. Et on va voir aussi aujourd'hui comment ces inégalités sont apparues et aussi comment, donc, de ce fait, on est arrivé à l'État. Parce que l'État, c'est une autorité centrale par rapport à des gens. À l'origine, hein, on verra après exactement. Donc, l'État est une conséquence des inégalités. Nous irons jusque-là aujourd'hui. Mais après, en quelques mots, après, lorsque nous saurons ce qu'est l'État, donc nous verrons qu'historiquement, les gens qui constituaient l'État, c'était ceux qui avaient le pouvoir en fait sur les autres, et ces gens-là, eh bien, c'était ceux qui détenaient la terre. Pourquoi c'était important? Parce que ceux qui détenaient la terre, eh bien, ils détenaient la nourriture, la subsistance. Et donc, si on détenait la terre, eh bien, on avait le pouvoir sur ceux qui ne la détenaient pas. Et on pouvait les faire travailler, on pouvait faire ce qu'on voulait, il n'y avait pas de problème. Et ça a été ce qu'on a appelé la noblesse, en fait. Et ça a été la société féodale. Mais la société féodale, ce n'est pas exactement que des châteaux forts et des chevaliers, enfin tout ce qu'on voit, Ivanhoe, etc. Non, il n'y a pas que ça. La société féodale, elle a existé dans le monde entier sous des formes différentes. Par exemple, quand Christophe Colomb est arrivé en Amérique, au XVe siècle, il a trouvé devant lui des sociétés, Christophe Colomb et ses successeurs, Cortés et les autres, il a trouvé devant lui des sociétés centralisées tout aussi développées que les sociétés européennes, à part les armes, qui étaient bons, et qui étaient finalement très proches de sociétés féodales. Et au XIXe siècle, quand les explorateurs sont allés en Afrique de l'Est par exemple, eh bien, ils ont découvert des sociétés féodales aussi, qui n'avaient pas la même allure tout à fait que chez nous, mais c'était le même principe. Il y avait des gens qui détenaient les terres, les troupeaux, et puis il y avait les autres qui travaillaient pour eux. C'était la même chose. Donc c'était quelque chose qui s'est développé dans le monde entier et qui est resté, selon les régions, dans certaines zones et pas dans d'autres. Bien. Et cette société féodale, en tout cas en Europe occidentale, elle a disparu symboliquement, enfin les historiens disent qu'elle a disparu au moment de la peste noire, c'est-à-dire 1348, XIVe siècle. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? À ce moment-là, les seigneurs qui vivaient du revenu que leurs serfs leur apportaient, les seigneurs, eh bien, ils n'ont plus de serfs parce qu'avec la peste noire, 90% des gens sont morts dans certaines régions. Donc, ils n'avaient plus rien. Alors, leur but, ça a été d'attirer des nouveaux serfs. Et en disant, vous ne serez plus serf, vous ne serez plus... serf, c'est très proche d'esclave, hein, c'est pas la même chose, mais pas là. Mais vous serez des hommes libres. Et moi, je vous promets que vous serez des hommes libres, vous louerez votre terre, mais vous ne dépendrez plus de moi. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont attiré des gens. Et c'est comme ça que sont apparus des hommes libres. Et ces hommes libres, ils ont été agriculteurs, ils ont été commerçants, ils ont été artisans. Et les commerçants, ce sont eux, on le sait, qui ont fini par prendre le pouvoir. Alors, les commerçants, comment ils prennent le pouvoir? Pas du tout comme les féodaux. Les féodaux, eux, leur prise de pouvoir, ça repose sur la force, le courage, l'art de faire la guerre. Hein. Le Moyen-Âge, c'est ça, c'est des gens qui se bagarrent tout le temps pour le territoire, justement. Alors que pour les commerçants, le pouvoir, c'est l'argent, c'est l'accumulation. Ce n'est pas du qualitatif, le courage, etc. C'est accumuler. Et quand on est très riche, on a du pouvoir. C'est un changement de valeur total par rapport à la société féodale. Et donc, les gens libres, commerçants qui habitaient dans des villes, dans des bourgs, et qu'on appelait la bourgeoisie, eh bien ces gens-là,
Ils ont pris le pouvoir en France à la Révolution française. En Angleterre, ils ont pris le pouvoir autrement. Bon, mais parlons de la France, hein, à la Révolution française. Et après, ils ont fait la Révolution industrielle. Ça veut dire qu'ils sont devenus des entrepreneurs. Alors, ils ne détenaient pas la terre, mais ils détenaient les moyens de production, les machines, les choses comme ça. Et donc, ils étaient les petits seigneurs capitalistes, c'est-à-dire qu'ils pouvaient faire travailler des salariés. C'était quelque chose de nouveau, c'est complètement nouveau, c'est un ordre complètement différent de l'ordre féodal. Et donc, c'est devenu, après, avec le commerce, nous étudierons, enfin, je vous propose d'étudier comment le commerce s'est développé. Ensuite, nous verrons le capitalisme avec des auteurs dont je vous parlerai, qui ont parlé du capitalisme. Et puis, le capitalisme, il est d'abord matériel, c'est les machines, etc. Et bien après, non, il devient monétaire. Donc, on est dans la finance. Et puis après, nous arriverons à la mondialisation, c'est-à-dire la situation actuelle. Et entre-temps, on passera par qu'est-ce que c'est que le développement, le sous-développement. Bon, il y aura un certain nombre de notions qu'on va faire. On parlerait de la question agricole, on parlera de l'économie de l'environnement. Mais voilà, c'est à peu près ça que je souhaite. C'est le programme que que Claude Massé vous a transmis. Et c'est en gros ce que je souhaite faire cette année. Bien. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des sociétés égalitaires, de la manière dont l'inégalité est apparue, de la façon dont l'État a émergé, et la prochaine fois, nous verrons des exemples d'États, comme la cité athénienne et la société féodale, parce que c'est très intéressant à étudier pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Et puis, ce que je vous proposerai, une fois qu'on aura parlé de ces trois aspects, ce sera de nous interroger, comme les sociétés égalitaires sont caractérisées par l'entraide, en fait, hein, la solidarité, c'est ce que je vais vous expliquer, j'aimerais bien vous apporter quelques notions sur qu'est-ce que c'est que l'entraide, est-ce que ça a un sens aujourd'hui, et également sur ce qu'on appelle les biens communs, c'est-à-dire la gestion par plusieurs, par des groupes de biens appropriés par le groupe. C'est entre les biens publics et entre les biens privés. C'est très très intéressant, me semble-t-il. Et quand on est à l'UPR, c'est intéressant, quand on est de toute façon dans un parti, c'est toujours intéressant de voir comment on peut faire de l'entraide, de la solidarité, enfin même quand on est un être humain, je trouve que c'est pas mal. Donc voilà, j'aimerais vous apporter quelques notions en rapport avec ce qu'on aura vu là. Les sociétés égalitaires. Alors, les sociétés égalitaires, ce sont des sociétés qui en fait sont des sociétés c'est la société que l'humanité a connue depuis le début de son existence. C'est une société, en quoi était-il égalitaire? C'était que personne ne prenait le pouvoir de manière stable. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas des gens qui étaient plus forts que d'autres, bien sûr que si, mais il n'y a aucune trace de prise de pouvoir stable dans ces sociétés. C'est extraordinaire quand même. Et donc, qui étaient ces gens? Ces gens étaient des chasseurs-cueilleurs, c'est-à-dire des gens qui vivaient dans la nature, et c'était eux qui se déplaçaient dans la nature, qui chassaient, qui cueillaient, qui pêchaient, pour assurer leur subsistance. Et quand un lieu ne produisait plus assez, eh bien ils s'en allaient, et ils faisaient comme ça des milliers de kilomètres, ils avaient des parcours qu'ils faisaient en fonction des saisons, en fonction des lieux, etc., en fonction de l'endroit où ils étaient. Et la mobilité était donc essentielle pour eux. Et donc ils ne portaient rien. Ils ne portaient rien, donc ils ne pouvaient pas faire de réserve, il n'y avait pas de sac à dos, quoi, hein, rien. Ils savaient qu'ils allaient trouver, bon, peut-être qu'ils se serraient la ceinture pendant un jour ou deux, parce qu'ils ne trouveraient pas, mais après, ils savaient qu'ils allaient trouver des choses. Et d'ailleurs, c'est vrai, parce que ce que disent les paléontologues qui ont trouvé des squelettes, etc., de chasseurs-cueilleurs, c'est que c'était des gens en parfaite santé. Je ne sais pas s'ils vivaient vieux, j'en sais rien, mais en tout cas, ceux dont on a retrouvé trace, ils mesuraient 1,80 m, ils n'avaient pas de carie, et ils n'avaient aucun signe de malnutrition. Ils étaient tout à fait suffisamment nourris. Bon. Mais la mobilité étant essentielle, il y avait par exemple, pour les femmes, elles portaient leur enfant. Mais elles ne pouvaient en porter qu'un à la fois. Donc il y avait une organisation très complexe de la société, des tabous, des interdits, pour que la femme ne soit enceinte que tous les 3 ou 4 ans.
le temps que l'enfant soit prêt à marcher. Alors, quand ces tabous n'étaient pas respectés, parce que c'est quand même le propre des tabous et des interdits de ne pas être respectés, eh bien, l'enfant, on le tuait. On pratiquait l'infanticide, parce que l'idée, c'était la mobilité. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que c'était une société qui, c'était pas des bisounours. C'était des êtres humains qui avaient certainement des relations parfois conflictuelles, mais n'empêche qu'il n'y avait pas de prise de pouvoir durable. Et ça, c'est extraordinaire. Enfin, c'est quelque chose que nous avons du mal à imaginer. Et le chef, il y en avait parfois, mais il était chargé de la redistribution. C'est-à-dire que quand par hasard, sur un lieu, il restait encore des choses à manger avant qu'on reparte, eh bien, on organisait un grand festin qui resserrait les liens entre les gens. Et puis, c'était de la redistribution. C'est un terme économique, hein, la redistribution. Aujourd'hui encore, dans les sociétés, on dit qu'en est-il de la redistribution de la richesse? Bon. Alors, le chef, il était choisi comment? Il était choisi d'abord parce qu'il savait régler les conflits, maintenir la paix à l'intérieur de la communauté. C'était quelqu'un qui parlait bien, en général. On en a des traces parce que ces sociétés, il y en restait des bribes au XXe siècle et beaucoup de gens les ont étudiées. Et donc, il était aussi très généreux, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui ne pouvait pas s'enrichir. Parfois même, il donnait de ses propres biens, s'il en avait un peu, enfin sa chemise, il n'avait pas de chemise, mais sa couverture, etc., aux autres. On lui demandait d'être très généreux. Donc le chef n'était pas riche du tout. Ce n'était pas du tout la question, hein, d'accord. Mais, et puis, un chef, imaginez que le chef dise, bah, maintenant, je suis chef, vous m'obéissez. En face de lui, il avait des hommes de la même taille que lui, armés de la même manière, qui lui ont dit, bon, ça va, tu peux reculer. Non, tu n'es plus chef, c'est moi maintenant. Enfin, il n'y avait pas les moyens, d'accord. Donc, les chefs n'étaient pas durables, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas, parce que ça représente quand même l'unité de la communauté. Et cette communauté, elle était constituée d'un lignage, c'est-à-dire d'une famille, tout simplement. Et dans ce lignage, comme dans les familles encore aujourd'hui, ce qui régnait, c'était le don. Il n'y avait pas d'échange marchand, mais pas du tout. Il y avait le don. Vous ou moi, à Noël, on ne vend pas nos cadeaux, on les donne. Hein, vous voyez, c'est-à-dire que c'est la même logique, c'est resté dans la logique familiale, c'est une famille. Et ce qui était important, c'était que le groupe subsiste plus que l'individu. Et il y a une histoire, je ne me rappelle plus qui raconte ça, l'histoire d'un anthropologue qui vivait chez les Inuits, qui était considéré comme un frère par les Inuits, donc par les gens, les Esquimaux, entre guillemets, et qui un jour est allé chasser avec les Inuits, non pas chasser, pêcher, et il n'avait rien rapporté, il était rentré bredouille. Bon, il s'est dit, bon, je rentre dans mon igloo, je ne vais pas manger beaucoup, mais c'est pas grave. Mais quand il est ressorti de son igloo, il avait des poissons. Et il a dit, oh, ils sont drôlement sympas, ils m'ont donné des poissons, même si je n'ai pas pêché. Alors il est allé les remercier. Et les Inuits lui ont dit, non mais tu nous remercies, mais ça ne va pas. Tu n'as pas à nous remercier, c'est normal, il faut que le groupe vive, donc il faut que tu vives. Et puis c'est tout. Vous voyez, l'entraide, c'était véritable. On n'était pas obligé de travailler, de faire quoi que ce soit pour vivre. C'est complètement différent de notre société. Et ça, c'était les lignages qu'on pouvait appeler un clan. Et puis plusieurs clans peuvent se concentrer dans une tribu, qui est un regroupement de gens ayant théoriquement le même ancêtre. Bon. Et donc les clans, les relations entre clans, ce n'était pas le don, c'était la réciprocité, c'est-à-dire l'échange de quoi? L'échange de ce que les anthropologues ont appelé ensuite des objets de prestige. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque clan fabriquait ou récoltait enfin, des objets, des coquillages, ou fabriquait des statuettes ou des bijoux qui représentaient son âme, qui représentaient son génie. Et ça faisait donc un certain nombre d'objets qui étaient souvent gardés par les chefs. Et au moment où la tribu se réunissait, eh bien les clans échangeaient ces objets qui représentaient le génie de chaque clan et donc qui représentaient le prestige de chaque clan aussi. Hein, donc c'était comme ça. Et on échangeait des biens qui, on estimait qu'en gros, ils avaient la même valeur. C'était pas la même chose, mais en gros. Bon. En revanche, avec les étrangers, c'était complètement différent.
Avec les étrangers, on se bagarrait. Ah, c'était important. On allait piquer des femmes aussi, hein. C'était souvent. Alors on était en conflit. Ou alors parfois, on pouvait échanger. Mais l'échange était toujours très conflictuel. C'est-à-dire que l'idée, c'était surtout de montrer qu'on était le plus fort, toujours. Et c'est pour ça que des anthropologues ont été très étonnés de voir qu'au moment où des tribus échangent entre elles, eh bien, les hommes prennent leur peinture de guerre ou leur plume de guerre, enfin tout leur attirail de guerre, commencent à faire des danses de guerre avant d'échanger, parce qu'ils doivent impressionner l'autre. C'était ça qui était important, de montrer la puissance de la tribu par rapport à l'autre. Ou alors, il y avait une autre technique, c'était de montrer qu'on était très généreux. Alors, l'autre, on le couvrait de cadeaux. Tu n'en veux plus, mais si, encore, encore, encore. De cette façon, on se disait que l'autre, eh bien, il était redevable. Et donc après, eh ben, on pourrait lui demander des services. Donc c'était comme ça que ça se passait. Alors ces sociétés, que je décris très très brièvement, elles avaient quand même des caractéristiques très très intéressantes pour nous. La première caractéristique, c'est qu'elles ne connaissaient pas le manque, elles ne connaissaient pas la pénurie. Regardez autour de vous, dans le monde, même en France, même chez nous. Qui ne manque pas? Qui n'a pas l'impression de manquer ou d'avoir la pénurie? Ils avaient l'impression d'être dans une société d'abondance, parce qu'ils étaient dans la nature, et c'est comme ça, ils ressentaient ça comme ça. D'autre part, il n'y avait pas de compétition ou de concurrence entre eux. Hein, il y avait la solidarité naturelle, sociale et naturelle. Bon. En plus, bien sûr, ils ignoraient totalement ce qu'était le marché, le commerce, et le travail. Alors ça, on en reparlera si on continue ensemble, mais ils n'avaient aucune notion de travail. Par exemple, quand moi, je fais à manger pour ma famille, ou quand vous bricolez pour votre famille, etc., vous n'avez pas l'impression de travailler, vous avez l'impression de vivre. Vous faites votre jardinage, vous vivez. Ben, eux, c'était la même impression qu'ils avaient. C'est-à-dire qu'ils n'avaient absolument pas l'impression de travailler, ils vivaient. Et donc, ils pratiquaient l'économie au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'ils étaient organisés, tranquillement ou pas, pour vivre dans le monde dans lequel ils vivaient. Donc ça, c'était les sociétés égalitaires. Alors maintenant, comment sont nées les inégalités? Ça va, vous tenez bon. Comment sont nées les inégalités? Eh bien, les inégalités, elles sont apparues, il commence à y avoir un frémissement, et vous savez, ça porte sur toute la Terre, ça porte sur des milliers, des dizaines de milliers d'années, donc on trouve des frémissements, hein, c'est pas en quelques années. Hein. Bon. À partir de le paléolithique moyen, c'est-à-dire moins 300 000, moins 30 000 à peu près, il commence à y avoir des frémissements, des traces de quelque chose qui ressemble à des inégalités, des gens peut-être dans pas les cercueils, mais les endroits où on les enterrait, des gens qui étaient peut-être un petit peu mieux, un peu habillés, enfin, qui avaient des signes peut-être d'un peu plus de richesse. Et en tout cas, c'est surtout apparu à partir de moins 30 000, de 30 000 avant Jésus-Christ. Alors, à cette époque-là sont apparues les sociétés transégalitaires. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé au moins 30 000 ? Ben, il semble qu'il ait commencé à y avoir un réchauffement climatique. Voilà, mais il n'y avait pas forcément de la pollution à ce moment-là, mais il y avait un réchauffement climatique en tout cas, et on est entré dans une période interglaciaire, celle où nous sommes encore d'ailleurs. Hein. Bon. Et ce réchauffement a fait que le niveau des mers a eu tendance à monter. Et donc un certain nombre de tribus ou de clans se sont retrouvés coincés. Leur territoire a été coupé, ils ont été coincés par la mer. Et donc ils ont été obligés de s'arrêter. La mer, j'arrête. Et à ce moment-là, il a fallu qu'ils continuent à vivre sur une surface plus restreinte et à plus nombreux. Donc il a fallu qu'ils s'organisent pour ça, qu'ils commencent à transformer un petit peu le milieu, à faire des barrages pour faciliter la pêche. Par exemple, les Indiens d'Amérique du Nord, ils ont commencé à brûler les pâturages pour qu'ils soient meilleurs pour les bisons. Enfin, vous voyez, ils ont commencé à transformer un petit peu le milieu, donc il a commencé à y avoir des gens qui ont organisé ça, cette transformation. Et ces gens-là, eh bien, les gens étaient d'accord pour leur obéir, parce qu'ils donnaient des... C'est une organisation qui permettait à tout le monde de mieux vivre. Et vous voyez, il y a déjà un changement. Il y a des gens qui savent peut-être un peu plus que d'autres, ou qui font un peu plus que d'autres. Alors, dans ces sociétés, il y a des chefs.
D'abord, je dis, il y a la propriété des ressources. Ça veut dire qu'on constate que les familles avaient leur terre ou leur propre accès aux ressources. Donc, on n'était plus dans une même logique de partage, puisque chacun avait à peu près de quoi vivre, chaque clan. Et à ce moment-là, il y avait un chef, et le chef, c'était quelqu'un qu'on devait respecter. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce n'était pas du tout la richesse qui motivait le chef, c'était le prestige. Alors, au XXe siècle, il y a un anthropologue, Georges Condaminas, qui a étudié au Vietnam la tribu des Nong Mong Gar. Et ces gens-là, il y avait des gens qui accumulaient, rendaient des services, etc., qui accumulaient des objets de prestige. Alors on se disait, ils veulent devenir riches, ceux-là. Eh bien pas du tout, parce qu'au bout de 2-3 ans d'accumulation, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils les échangeaient contre de quoi manger, et contre un buffle en particulier. Après, ils offraient un immense festin à tout le monde, donc très proche de ce qui se passait dans les sociétés égalitaires, sauf que là, c'était eux qui disaient, toi tu auras ce bout de buffle, celui-là, donc après tu me devras l'équivalent. Et donc, quand on avait fait le sacrifice du buffle, on devenait quelqu'un de puissant. Et donc les gens, ils accumulaient pour faire autant de sacrifices de buffle que possible et devenir le plus puissant possible, c'est-à-dire le plus respecté. C'était ça, être un chef. C'était être respecté, avoir du prestige. Rien à voir avec l'enrichissement personnel. Ce n'est pas du tout les mêmes valeurs qu'aujourd'hui. Bien. Et donc, progressivement, comme ces chefs étaient moins surveillés que dans les sociétés égalitaires, c'était moins gênant qu'il y ait des chefs, puisque chaque unité arrivait à vivre, eh bien, ils ont pris progressivement le pouvoir en organisant des festins. Alors, ils organisaient des festins pour tout le monde à partir de la redistribution, en disant « toi, tu seras à ma droite, mais pas toi ». Voilà, ils commençaient à faire une différenciation sociale en fonction de leurs propres intérêts. Ils accumulaient les objets de prestige aussi, grâce auxquels ils étaient respectés. Et ils ont mis en place des règlements. Alors des règlements, par exemple, pour les mariages. Désormais, pour un mariage, il faudra faire un festin. Des règlements pour les femmes. On commence à dire la virginité, ça commence à devenir précieux. Ou il va falloir transformer les femmes pour qu'elles soient un peu plus jolies. On va leur mettre des anneaux, on va leur mettre des choses comme ça. Et puis, pour les funérailles aussi, il y a un certain nombre de règlements que tout le monde devait suivre. Et à partir de ce moment-là, ceux qui ne les suivaient pas étaient marginalisés. Donc il y avait une classe, la classe des gens qui suivaient, qui étaient admises par le chef et soutenues par le chef, puis il y avait les autres. Voilà. Et il commençait à y avoir une différenciation sociale. Et le chef, comme dans une campagne électorale, le chef pouvait essayer d'avoir le soutien des gens en distribuant ce qu'on peut appeler des pots de vin, c'est-à-dire en disant « toi, tu auras le droit d'aller sur ma terre cueillir des pommes, toi, tu n'auras pas le droit, etc. etc. » Bien. Donc là, on est dans une société qui se différencie, mais où le pouvoir n'est pas héréditaire. Il y a un chef, puis son fils n'est pas chef ou sa fille n'est pas chef. En revanche, après, à force de ça, avec le temps, on va découvrir des sociétés stratifiées où les gens auront chacun un rôle différent. Il va y avoir des groupes qui auront des rôles. Il y aura le groupe des guerriers, il y aura le groupe des gens qui font la magie, enfin il y aura un certain nombre de gens. Et puis ces sociétés stratifiées vont basculer progressivement en sociétés hiérarchisées, c'est-à-dire quand un groupe va prendre le pouvoir sur l'autre. Et à ce moment-là, il y aura une hiérarchie. Alors, ceux qui seront tout en haut et ceux qui seront tout en bas, et tout le monde reconnaîtra le pouvoir de ceux qui sont tout en haut sur ceux qui sont tout en bas. Et ça, c'était l'origine de l'État. Alors, l'émergence de l'État, eh bien, l'État, le début de l'État est apparu avec le néolithique, en moins 10 000. Donc, vous vous rappelez, société égalitaire, 3 millions d'années, inégalité vers moins 30 000, néolithique, moins 10 000. C'était il n'y a pas très longtemps, par rapport à toute l'époque qu'on a traversée ensemble là ce soir. Et donc, au néolithique, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que les mers montent encore et que les gens doivent arriver à vivre sur des surfaces de plus en plus restreintes.
Donc, ils commencent à pratiquer une agriculture et de l'élevage. Mais il ne faut pas croire que les chasseurs-cueilleurs ne connaissaient pas l'agriculture et l'élevage. Ils le connaissaient, mais ils n'avaient aucun intérêt à le faire. Qu'est-ce que vous voulez faire un élevage quand vous êtes en Amérique du Nord et qu'il y a des bisons sauvages et qu'il y a tout ce qu'il faut? Quel intérêt? Aucun. Hein? Quel intérêt de faire de la culture si, quand vous vous baladez, eh ben, il y a tout ce qu'il faut pour manger? Aucun intérêt. On le fait quand on en a besoin. C'est-à-dire qu'on sélectionne, on repère ceux qui produisent, etc. et on organise. Et donc, il est apparu une agriculture sédentaire. Les gens se sont installés parce qu'à partir du moment où il y a de l'agriculture, il faut être là pour cultiver. Et puis, il faut aussi stocker. On peut stocker pendant la mauvaise saison. Et donc, ça veut dire qu'on est là et on protège ses stocks. Ça, c'est une agriculture sédentaire. Et puis, à côté, il y a eu un élevage nomade. C'est-à-dire qu'il y a eu des pasteurs qui sont apparus. Alors, les pasteurs, ça ressemble à des chasseurs-cueilleurs. Hein. Ils se baladent dans le désert ou ailleurs, mais ça n'a strictement rien à voir. Un pasteur, c'est un éleveur. Donc, il a son troupeau, il a le souci de son troupeau qu'il faut qu'il nourrisse, ce qui n'était pas le cas du chasseur-cueilleur. Et puis, son troupeau, il doit avoir une certaine structure. Il ne doit pas y avoir trop de vieux, pas trop de jeunes. Enfin, il y a des reproducteurs, pas de reproducteurs. Enfin, vous voyez, il y a toute une structure à avoir. Et donc, en fait, cet élevage, eh bien, c'est vraiment des éleveurs. Ce n'est pas des gens qui se baladent simplement. Hein. C'est vraiment un changement dans la manière de voir les choses. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans ces sociétés, à partir du moment où les gens se sont sédentarisés, par exemple, eh bien, les paléontologues ou les anthropologues, enfin les gens qui ont étudié cette époque, ils ont constaté qu'il y avait un changement dans la santé des gens. Les gens ont perdu 20 cm en quelques dizaines de milliers d'années. Ils ont eu plein de caries. Ils étaient beaucoup moins costauds que les chasseurs-cueilleurs. Ça, c'est une vision objective. Hein. Alors, quand on vous dit, vous savez, revenez au régime paléo, enfin, il y a des gens qui disent ça, bon, ça pourrait marcher. C'est une plaisanterie. Alors donc, ces gens-là étaient moins bons, mais alors, ce qui était intéressant aussi, c'est de voir que dans l'art, dans les représentations, il y a un grand changement également. Avant, je ne sais pas si vous avez vu, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, mais il y a la Vénus, bon, qui est magnifique, quoi. C'est une femme avec des seins, avec des fesses, un sexe éventuellement très important, et voilà, et c'était la fécondité de la femme, et c'était ça les statues, l'art, et représentait ça. Et quand il y avait des peintures sur les grottes, enfin sur les parois des grottes, eh ben, c'était des gens les gens se représentaient parmi les animaux, pas tellement différents, ils sentaient ce qu'ils étaient, mais ils étaient à côté des animaux. À partir du moment où il y a cette transformation, eh bien, il n'y a plus les femmes, on ne les voit plus, c'est remplacé par des guerriers. C'est-à-dire des gens qui protègent les stocks, qui protègent le territoire, qui protègent, enfin bon, des gens qui sont là, c'est plus du tout la même chose. Hein. Et la condition des femmes a également pas mal changé à cette époque-là, c'est-à-dire qu'on lui a dit maintenant, tu es à la maison et tu sors plus. C'est à partir de ce moment-là que les femmes ont commencé à être enfermées dans les maisons, ce qui n'était pas du tout le cas chez les chasseurs-cueilleurs. Chez les chasseurs-cueilleurs, il y avait une différenciation, c'est-à-dire que les femmes étaient chargées de certaines tâches et les hommes d'autres tâches, mais les femmes participaient aux décisions exactement au même titre que les hommes. Il n'y avait aucune différence. Il y avait même des sociétés où elles étaient un peu plus puissantes que les hommes. Mais là, maintenant, c'est fini. À partir du néolithique, c'est fini. La femme, elle est enfermée, c'est celle qui reproduit. Donc, comme on enferme les animaux, comme on sélectionne les plantes, et ben la femme, elle est enfermée. Donc ça, c'est intéressant de le noter aussi. Et alors, dans ces sociétés, ces femmes, donc, elles restaient à la maison, donc elles n'avaient plus besoin de se balader. Donc, elles pouvaient avoir un bébé tous les ans. C'est-à-dire 3 à 4 fois plus, en moyenne, 3 à 4 fois plus qu'un chasseur-cueilleur. Ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, il a commencé à avoir une croissance démographique importante, et ce qui explique en partie que ces peuples d'agriculteurs aient grignoté, mangé les peuples de chasseurs-cueilleurs, parce que la démographie des agriculteurs était tellement plus importante que les chasseurs-cueilleurs, ou bien ils sont intégrés, ou bien ils sont partis sur les marges, il y en avait encore au XXe siècle, donc ils ne sont pas complètement disparus, mais ils sont partis sur les marges des territoires. Et ils n'ont plus eu du tout la même vie qu'avant.
Bon. Et donc, ça demande aussi une nouvelle organisation, c'est-à-dire que, par exemple, pour résoudre les conflits, quand on est dans une communauté, une famille, on met en face les gens et on essaye qu'ils s'arrangent entre eux. Hein, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la technique Ho'oponopono. Non, non, mais c'est intéressant parce que c'est une technique qu'on utilise encore aujourd'hui en développement personnel. C'est pour ça que je vous en parle en 2 minutes pour nous aérer un peu l'esprit. Ça s'appelle Ho'oponopono. C'est une technique en Polynésie. Et en fait, justement dans des communautés assez restreintes où les gens se fâchent, toute la communauté entoure ces deux personnes. Ces personnes se regardent, se font des reproches, des invectives, mais ça ne sert à rien. Alors à un moment, on leur dit, il va falloir que vous vous réconciliez. Alors chacun doit dire quelque chose comme « Désolé pour ce que j'ai fait, merci de m'écouter, etc. Désolé, pardon, désolé, pardon, excuse-moi, merci de me pardonner, et je t'aime. » Voilà. Et donc, si vous, un jour, vous voulez faire du développement personnel et que vous vous dites il y a quelque chose que je me reproche, et bien vous vous dites à vous, désolé, pardon, je te demande pardon de faire encore ça, merci, je t'aime. Voilà. Donc c'est une technique ancestrale, c'est vraiment le moins qu'on puisse dire, et qui est encore utilisée aujourd'hui et qui fonctionne très bien. Voilà, c'était juste pour... Voilà. Donc, résolution de conflit, et puis la prise de décision. On ne peut pas prendre la décision quand on est dans un groupe, c'est facile, quand on est 20, 30, 40, c'est assez facile de prendre une décision. Mais quand on est plusieurs milliers, ça devient impossible. Donc il va falloir qu'il y ait une organisation plus centralisée qui soit capable de prendre les décisions. Et donc il va y avoir des gens qui vont, encore une fois, se différencier, qui vont devenir des experts. On les connaît, les experts, et ils sont arrivés jusqu'à nous. Hein. Les experts, les sachants, il y a les sachants et les non-sachants. Les experts, ils savent, on les écoute. Là, ça existait à ce moment-là. Hein. Voilà, c'est pour ça que c'est intéressant à étudier. Bon. Et donc, à partir de ce moment-là, eh bien, on voit que l'État va commencer à apparaître. Mais comment ça s'est fait, en fait? Eh bien, il y a un sociologue qui s'appelle Franz Oppenheimer qui a étudié ça dans différentes parties du monde, comment l'État est arrivé. Il a dit il y avait des peuples, des pasteurs nomades. Eux, ils se baladaient beaucoup, ils étaient guerriers, ils se tapaient dessus les uns les autres, ils ramassaient des butins. Enfin, ils ont été les premiers à accumuler vraiment. Et à faire une différenciation sociale. Il y avait ceux qui gagnaient les butins, puis ceux qui ne les avaient pas, quoi. Bon. Et en plus, ils ont créé quelque chose, c'est intéressant, ils ont créé l'esclavage. Un chasseur-cueilleur, un esclave, il s'en fiche. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse d'un esclave? Il n'a rien à faire, il y a juste à marcher et à cueillir, à chasser. Non. Par contre, quelqu'un qui a un troupeau, un esclave, c'est drôlement utile pour garder le troupeau, l'entretenir, le nourrir, etc., etc. Donc, ils ont inventé l'esclavage. Et ils ont inventé la différenciation sociale. Et comme ils étaient assez riches et assez puissants, ils ont commencé à voir qu'il y avait des agriculteurs pas très loin, sédentaires, qui ne bougeaient pas. Ils se sont dit... ce serait quand même intéressant si on pouvait leur piquer ce qu'ils produisent. Et donc, ils ont commencé à faire des razzias. C'était très courant. Et il y a des pays où c'est resté encore comme ça. Mais après, ça a évolué. C'est-à-dire qu'on commence à faire des razzias, à prendre l'alimentation, etc. Et puis, à un moment, on se dit, ben, je suis assez puissant, finalement, si j'arrivais à dire aux agriculteurs, même quand je ne suis pas là, ou même si, à la limite, je reste pour vous surveiller, vous allez produire et vous me donnerez un tribut. Au lieu que je vous pique ça, vous allez me donner une grande partie, la plus grande possible, de ce que vous produisez. Hein, et puis, comme ça, moi, c'est le grand truc ça sera la noblesse, ce sera pareil, c'est le grand truc. Et moi, en échange, je vous protège. En fait, je fais du racket pur et simple, mais je protège des autres qui veulent faire du racket. C'est ça que ça veut dire. Et donc, en fait, c'est ce qu'ils ont fait. Oppenheimer dit, ils ont pris la technique de l'ours. Il y a d'abord l'ours qui va prendre du miel, il détruit la ruche et il prend le miel. Puis après, il se dit, ah, ce serait peut-être bien si je détruisais pas la ruche et que j'allais juste piquer le miel. C'est exactement ce que font les pasteurs nomades par rapport aux agriculteurs. Et donc,
Qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche? Bon, il faut avoir une surveillance, hein, quand même. Donc, ils s'installent. Des fois, c'est le début de la société féodale. Hein, ils vont s'installer pour surveiller. Et puis, pour que ça marche, ben, il faut prendre le plus possible aux gens. C'est-à-dire qu'il faut les maintenir dans la pénurie. Parce que s'ils sont dans la pénurie, ils penseront qu'il faut que j'arrive à manger, il faut que j'arrive à survivre. Ils ne se rebelleront pas. Alors, cette technique, vous avez remarqué qu'aujourd'hui, elle est bien connue. Hein. Hein, pas de revenus, on travaille mais on n'a même pas de quoi se loger, etc. On est dans la bonne logique là, hein, la logique de la pénurie qui fait qu'on empêche les gens de se rebeller, sauf quand ils en ont vraiment assez et que malgré tout ils prennent les fourches ou les bombes et puis ils y vont. Mais en gros c'est quand même une technique qui a bien fonctionné hein, depuis. Voilà. Donc ces pasteurs nomades ils font ça, les agriculteurs, et en fait progressivement, alors ce que dit Oppenheimer, c'est qu'il y a aussi les Vikings qui ont fait ça. Les pêcheurs, ils avaient aussi besoin d'esclaves, ils avaient aussi besoin de, enfin ils sont accumulés, ils avaient besoin d'esclaves, etc. Donc ils ont aussi eu la même attitude par rapport aux agriculteurs. Et finalement, ces gens qui ont dominé les agriculteurs, qui ne pouvaient pas se défendre parce qu'ils n'avaient pas l'habitude et puis ils étaient cloués à leur terre, eh ben, ils ont dominé et ça a abouti à l'État. Et Engels disait, qu'est-ce que c'est que l'État? En fait, c'est une bande d'hommes armés qui prend le pouvoir sur un autre. Et c'est pas faux à l'origine. Je ne dis pas que l'État aujourd'hui, c'est ça. L'État, ça a évolué. On a eu la Révolution française, on a eu plein de choses, donc ça a évolué. Mais à l'origine, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on en a gardé, nous? On en a gardé que l'État, eh bien, ça a ce qu'on appelle la violence légitime. On accepte, si vous réfléchissez, vous acceptez, et moi aussi, de l'État beaucoup de choses. J'accepte que l'État m'emprisonne si je n'ai pas fait ce qu'il fallait. J'accepte le code de la route. J'accepte un certain nombre de choses, même dans ma vie quotidienne, que l'État m'impose. Et si je ne les respecte pas, eh bien, j'ai une amende, je suis puni, alors que dans le fond, finalement, si je ne respecte pas certaines choses, s'il n'y avait pas d'État, je pourrais le faire. Mais là, non. Donc on a gardé l'idée de l'État qui a la violence légitime. Mais on a, depuis lors, aménagé quand même l'État, et avec le service public, etc., il s'est quand même passé pas mal de choses depuis. Donc voilà ce que je voulais vous dire, d'un point de vue historique, sur les sociétés, et si vous revenez la prochaine fois, si vous le voulez bien, comme disait quelqu'un, à ce moment, à demain si vous le voulez bien, à ce moment-là, je vous parlerai de la cité athénienne et de la société féodale pour qu'on comprenne quelles racines on a dans ces sociétés, en quoi elles étaient différentes et en quoi elles étaient identiques. Et moi, je trouve que c'est très intéressant de le comprendre parce que je crois que l'être humain, il a d'abord besoin de savoir d'où il vient. Un individu, il aime bien, s'il ne sait pas qui sont ses parents, c'est l'horreur, quoi. Et je crois que nous, c'est pareil. Et je crois qu'on comprendra d'autant mieux la société actuelle, on y arrivera, hein, au bout d'un certain nombre de coups, qu'on a compris un peu comment ça se construisait. Voilà. Donc, est-ce que vous voulez faire une toute petite pause et après, je vous parle de l'entraîne, ou est-ce que ça va? Vous pouvez encore avaler un petit peu. Vous respirez, vous posez des questions si vous voulez, et puis après, je partirai si vous voulez bien, je parlerai de l'entraide et des biens communs, parce que je trouve que c'est une bonne conclusion à ce que je viens de vous dire, ou à ce qu'on va dire ensemble peut-être. Alors, est-ce que vous avez des questions? Quelle source on a pour savoir tout ça sur la période qui s'étend de moins 300 000 à moins 30 000? Comment est-ce qu'on peut le savoir? Comment on peut savoir pour toute la période, même de 3 millions d'années à moins 30 000, comment peut-on savoir tout ça, hein, c'est ça. Eh bien, d'abord, il y a la paléontologie. Donc, il y a des traces de gens enterrés, comment ça s'appelle, de tombes, voilà, il y a des traces de ça. Hein, il y a des traces de certaines constructions, enfin, on a trouvé des traces des squelettes, des choses. Donc, on a un certain nombre d'hypothèses. Bien. Et en plus, sur les sociétés de chasseurs-cueilleurs, par exemple, on peut se dire, comment on fait? Eh bien, en fait, il en reste. Il en est resté, et il n'en reste plus beaucoup aujourd'hui. Mais au 19e et au 20e, il en restait beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et c'est à ce moment-là que les anthropologues se sont intéressés à eux. Et il y en a qui ont fait des études très, très fouillées,
de sociétés de chasseurs-cueilleurs, pas uniquement les pygmées, pas uniquement les aborigènes d'Australie, mais des sociétés, même les sociétés indiennes d'Amérique du Nord, qui avaient quelque chose du chasseur-cueilleur, pas tout à fait, mais qui étaient proches. Voilà, il y a eu un flot d'informations sur les sociétés, les restes de sociétés de chasseurs-cueilleurs au 19e, 20e siècle. Et donc, maintenant, c'est plus difficile à faire. Mais donc, c'est par le recoupement de la paléontologie et de ces travaux d'anthropologues qu'on en est arrivé aux hypothèses. Et toutes les hypothèses, eh bien, elles se sont recoupées. Et voilà, on en est à ce genre de théorie sur ce que je viens de vous dire. Alors, si vous voulez regarder un petit peu plus sur les chasseurs-cueilleurs, il y a un livre que j'adore qui s'appelle « L'âge de pierre, âge d'abondance » de Marshall Salins, S-A-H-L-I-N-S. C'était formidable, c'était un Américain dans les années 70 qui a dit, mais non, les gens qui vivaient, les chasseurs-cueilleurs, les gens qui vivaient à l'âge de pierre, ben, ils n'étaient pas des idiots, ils étaient des êtres humains. Ah oui, parce que ces êtres humains, ils passaient 4-5 heures par jour à chasser, mais encore pas toujours, ils passaient une journée à chasser, puis après ils avaient 3 jours où ils ne faisaient rien. Ils se reposaient, ils mangeaient. C'était tout à fait un rythme qui n'avait rien à voir avec ce qu'on... Et d'ailleurs, il y a eu des colons, je crois que c'est en Amérique du Sud ou je ne sais plus où, qui ont voulu embaucher, ou alors en Nouvelle-Calédonie, je ne sais plus, qui ont voulu embaucher des gens, des chasseurs-cueilleurs qui restaient, des résidus, enfin, vous voyez, bon, ils ont voulu les embaucher. Alors, c'était formidable parce que pendant quelques heures, ils travaillaient. Mais alors après, il ne fallait plus rien leur demander, c'était fini. Donc ça n'avait rien à voir avec le rythme habituel des esclaves ou des... Voilà. Eux, c'était on bosse un bon coup et après on se repose, on vit, quoi. Eux, ils étaient dans la vie. Alors, maintenant, je voudrais vous... Donc ce qu'on a vu, c'était qu'il y avait des sociétés égalitaires qui pratiquaient l'entraide naturellement, qui étaient solidaires naturellement parce qu'il fallait que le groupe survive. Bien. Et moi, je me suis demandé si l'entraide pouvait continuer à exister aujourd'hui, si ça avait un sens. Bon. Et donc, je vais m'inspirer pour vous parler de ça, d'un livre qui s'appelle « L'entraide, l'autre loi de la jungle » de Pablo Servigne, S-E-R-V-I-G-N-E, et Gauthier Chapelle, comme une chapelle. Donc je vais m'inspirer de ce qu'ils ont fait, donc vous pourrez le lire, ils disent des choses beaucoup plus développées, beaucoup plus complètes que ce que je vais vous raconter, mais c'est ce que j'en ai retenu. Alors, quand on parle aujourd'hui d'entraide, on dit « Oh, c'est bien gentil l'entraide », mais c'est pas réaliste. L'homme, il est égoïste. Il n'est pas du tout pour l'entraide, la solidarité. Non. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose comme la concurrence, c'est la réalité. Enfin, la compétition, c'est la réalité. Et l'entraide, c'est de l'idéologie. Hein, c'est quand on est à une religion, c'est quand on est généreux. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Alors, ils expliquent très bien. Ce qu'il y a, le premier à parler au XIXe siècle, le premier à parler de concurrence, de compétition au point de vue biologique, c'est Darwin. Alors il n'est pas le seul, hein, mais je le prends lui. Il dit que les animaux, les êtres vivants, luttent pour la vie ou pour la survie. Il dit qu'il n'y a pas de place pour tout le monde au banquet de la vie. Donc ce qui est important, c'est la sélection. D'accord ? La lutte pour la vie, on sélectionne les plus costauds, c'est eux qui gagnent tout le temps. Parce que quand il y a concurrence, il y a toujours un gagnant, un perdant. D'ailleurs, vous verrez quand il y a le marché, tel qu'on l'entend aujourd'hui, il y a la concurrence, et il y a toujours un gagnant, un perdant dans le marché. Hein, à long terme, en tout cas. Pas forcément dans un marché à court terme, mais dans un marché à long terme, oui. Il y a des gens qui s'enrichissent et des gens qui s'appauvrissent, en moyenne. D'accord ? Bien. Alors donc Darwin, il a dit qu'il y avait la lutte pour la vie, donc il y avait une sélection, mais il a dit aussi que s'il y avait une sélection dans des communautés qui pratiquaient l'entraide, ben ça se passait mieux. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui est, enfin un individu qui est plus fort que les autres, hein, qui gagne, il se reproduit.
il fait des petits. Il va bien falloir les élever, les petits. S'il y a une meute, s'il y a un groupe autour, ça se passera solidaire, ça se passerait mieux que si les petits sont dans la nature, comme ça, tout seuls. Donc, mais cet aspect-là, que d'autres ont repris, comme par exemple Kropotkin, qui est un Russe, qui a insisté sur la coopération, mais ces choses-là, les économistes, ce qui est intéressant, c'est que les économistes n'ont gardé que la lutte pour la vie. Ça les intéressait, ça les arrangeait, il faut dire, parce que le commerce, finalement, le commerce, c'est une relation de pouvoir. Hein. Et donc, ça les intéressait, les économistes bourgeois, c'est-à-dire ceux qui étaient pour le commerce, de dire que l'égoïsme, c'était la caractéristique de l'humanité. Adam Smith, dont on parlera, qui est un auteur, un théoricien économique, le premier théoricien économique du capitalisme, reconnu par tout le monde, etc., qui a écrit La richesse des nations en 1776, donc à la fin du XVIIIe siècle, il disait, c'est formidable, la main invisible d'Adam Smith, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, eh bien c'est chacun est gouverné par son égoïsme, chacun cherche son propre intérêt, et la société fonctionne pour le mieux. C'est ça qu'il dit à Adam Smith, en gros. Et donc, l'idée de ces économistes disent, eh bien, l'égoïsme, c'est un penchant naturel de l'humanité. Ils étaient dans la droite ligne des penseurs des Lumières. Les Lumières disaient, il faut s'éloigner de la nature, ce qui est sauvage est mauvais, il faut s'éloigner de la nature pour être raisonnable, rationnel, etc. Donc, il y a toute cette idée que la nature est mauvaise, que les sentiments, les passions sont mauvaises, mais que ce qui est bon, c'est la raison, et que de toute façon, l'homme livré à lui-même, il est égoïste. Et ça a été monté en épingle. Alors que ce n'est pas forcément la réalité. Et donc, les économistes qui défendaient les intérêts des commerçants ont dit, donc, si les gens sont égoïstes, pour être sûr que chacun trouve ce dont il a besoin, il faut organiser des marchés avec des gens qui vont négocier les uns avec les autres. Et puis il va falloir un État, pas trop fort, mais quand même qui assure que les règles du marché fonctionnent bien. Donc ça arrangeait drôlement bien les économistes au XVIIIe, XIXe siècle, enfin 19e parce que c'est Darwin, de dire que l'homme était égoïste et que c'était normal de lutter, d'avoir la compétition, la concurrence. Bon, c'est peut-être vrai, on a vu que c'était à moitié vrai, mais c'est tout aussi idéologique que dire c'est la coopération. C'est ni plus ni moins vrai que dire c'est la coopération. Mais on a vraiment insisté beaucoup sur la compétition et la concurrence. Alors il y a d'autres personnes, comme Kropotkin et d'autres, qui ont observé que dans la nature, par exemple lui il a observé le milieu sibérien, dans un milieu très très difficile, il y a énormément de coopération, sinon les individus ne vivraient pas. Alors les végétaux, ils sont tout le temps, il y a les lichens sur les arbres, machin, les animaux sont en coopération, c'est obligé, sinon ils ne survivent pas. Donc lui, il a développé une théorie disant que, non, dans la nature, ce n'est pas la concurrence, mais c'est la coopération. Bon, c'est un autre pôle du raisonnement. Et donc, moi, ce que je vais vous dire, enfin ce que je pense, c'est donc ces deux pôles de l'être humain, deux pôles de la nature, il y a les deux, à mon avis. Voilà. Et parler de coopération, ce n'est pas plus idéologique que de parler de compétition ou de concurrence. C'est pareil. Bon. Et alors, donc, si on revient à l'entraide, et je vais m'inspirer donc du livre dont je vous ai parlé, quels sont les fondements d'une société solidaire, enfin d'un groupe solidaire? D'après le livre dont je vous ai parlé, et ce qu'il dit repose sur un certain nombre d'expérimentations, d'études qui ont été faites, eh bien, la première chose, c'est la réciprocité. C'est-à-dire que chacun échange. C'est le don, mais avec l'idée que quand on donne, on va recevoir. Et c'est donc ce qui tisse des liens entre les gens. Donc, pour qu'une société soit solidaire, il faut qu'il y ait des liens tissés. Et c'est la réciprocité, soit des objets, soit de la parole, soit qui tisse les liens. C'est assez logique. Hein. Bon. Ce qu'ils ont remarqué aussi, c'est que pour qu'il y ait une société solidaire, il faut qu'on attache de l'importance à sa réputation. Ça fait penser au prestige, vous savez, des sociétés égalitaires.
C'est-à-dire qu'on le retrouve aujourd'hui, par exemple, sur eBay ou sur Amazon. Quand vous êtes vendeur, eh ben, vous avez une réputation. Il y a 1200 avis favorables, 3 avis défavorables. Bon, on achète plutôt chez vous que chez quelqu'un d'autre. Donc la réputation, c'est très très important pour avoir une société unie et solidaire. Il faut que les gens tiennent à leur réputation. Et de ce fait, s'ils n'y tiennent pas assez, ben, s'ils tiennent à leur réputation et qu'ils ont du prestige, ben, ils vont être gratifiés. Et puis si, malgré tout, ben, ils ne font pas ce qu'il faut, eh ben, il faut pouvoir les punir. Mais qu'il y ait une punition qui ne soit pas trop dure, qui soit plutôt une punition qui leur fasse comprendre que c'est aussi bien d'être solidaire que de ne pas l'être. Bien. Et il faut aussi des normes sociales, c'est-à-dire qu'il faut que chacun se retrouve dans les mêmes conventions sociales. Et ces conventions, elles sont différentes d'un groupe à l'autre. Très simplement, il y a des groupes où on aime bien s'étreindre. Ah, t'es mon ami, etc. C'est une convention. Hein, où on aime bien dire, par exemple dans le Maghreb, ce que les gens disent « Bonjour, bonjour, ça va, oui ça va, la famille », ça dure 10 minutes. C'est très très intelligent parce que les gens entrent en relation comme ça. Et puis quand on commence à arriver aux choses intéressantes, alors comment va la famille? « Oh, j'ai des soucis. » On a répété « ça va. » Bon, ça c'est une convention sociale. C'est pas la même chose chez nous. Nous, on dit bonjour, ça va, hop, on s'en va. Hein, on se salue comme ça. Donc, c'est pour vous montrer, ça c'est un exemple trivial, mais les normes sociales peuvent être différentes. Par exemple, l'attitude par rapport aux mères célibataires, le voile, pas le voile, enfin, c'est ça les normes sociales. Et c'est un groupe se reconnaît parce tout le monde a les mêmes normes sociales. Et c'est pour ça qu'on n'aime pas trop les étrangers, parce qu'ils n'ont pas les mêmes conventions sociales. Donc on a du mal à les accepter. C'est pas évident. Si on n'a pas envie d'être touché et que quelqu'un vous saute dessus, même très gentiment, on est un peu crispé. Enfin, je vous donne un exemple trivial. Et puis, ces normes sociales, parfois, elles doivent être gravées dans le marbre par des institutions. C'est-à-dire, elles doivent être instituées. Il ne suffit pas que les gens les portent en eux, les normes sociales, mais il faut qu'il y ait des institutions qui garantissent qu'elles vont être respectées. Alors nous, on est les champions des institutions. Hein. On a l'État, on a le marché, on a la justice, on a toutes les institutions de formation. Enfin, on a plein d'institutions, d'accord? Bon. Alors ça, ce sont les fondements. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ces normes sociales et ces institutions, pour que la société soit solidaire, il faut que les gens aient le droit de les remettre en cause et de les co-créer. C'est très à la mode de dire ça, mais c'est quand même ça. C'est-à-dire, là, je ne suis plus d'accord. Est-ce qu'on pourrait changer? Oui ou non? Et puis, voilà, elles évoluent. Ça, c'est les fondements de l'entraide. Et d'après toujours les mêmes auteurs, il doit y avoir 3 sentiments. Les gens qui sont dans une société solidaire doivent éprouver 3 types de sentiments. Le premier, c'est le sentiment de sécurité. C'est-à-dire, je suis dans un groupe, il y a une membrane qui me protège, je suis en sécurité à l'intérieur du groupe. Alors, prenons l'exemple de la construction européenne. J'ai dit que j'en parlerai pas souvent dans mes formations, mais là, je vais quand même le prendre. Dans la construction européenne, les nations qui avaient leur membrane, ils ont perdu leur membrane, puisque c'est supranational. Hein. Et donc, la membrane, elle est autour de l'Union européenne. Mais c'est une membrane qui n'est pas très épaisse au point de vue commercial, hein, au point de vue économique. Elle laisse rentrer tout, à peu près. Enfin, il se passe tout, elle est très, très poreuse. Et donc, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on constate que les gens, ils sont moins en confiance. Ils se sentent moins en sécurité, en tout cas, dans l'Union européenne. Et donc, ils ont tendance à se replier sur les nationalismes, etc. D'accord ? Donc, ils sont moins... L'UPR, en fait, c'est ça. Hein, on essaie de retrouver sa souveraineté. Mais parce que c'est pas sécurisant, quoi, d'être dans l'Union européenne. Voilà. Donc ça, c'est un exemple pour que ça résonne en vous. Je l'ai pris. Donc, sentiment de sécurité, sentiment d'égalité. Alors, ça, c'est pas simplement un vœu pieux, l'égalité. C'est ancré dans l'humanité. Quand vous voyez des enfants entre eux, ah, t'as donné plus à un tel qu'à un tel. Ils ont le sentiment très profond de l'égalité. C'est peut-être lié à nos 3 millions d'années de société égalitaire, j'en sais rien, mais il y a aussi plein d'expériences qui ont été faites, des études qui ont été faites de psychologie, de comportement en Canada, à Toronto en particulier, qui ont montré que
c'était très important, l'égalité pour avoir une société solidaire. C'est-à-dire s'il y avait beaucoup d'inégalités, eh ben, les gens n'étaient pas du tout intéressés par le fait d'être solidaires. S'il y avait beaucoup de riches et beaucoup de pauvres, alors on a étudié, on a compris que les pauvres, ils n'ont pas d'argent, donc ils investissent dans la solidarité. Ça, ok, ils sont plus solidaires que les autres, mais ils n'ont pas du tout envie d'être solidaires avec les riches. Et les riches, eux, comme ils sont riches, ils n'ont pas envie d'être solidaires avec qui que ce soit. En gros, c'est ça les études, voilà, je résume. Hein. Bien. Et puis enfin, de ce fait, peut naître un sentiment de confiance, c'est-à-dire qu'on est en sécurité, on se sent égal avec les autres, on peut parler, et puis on est respecté. C'est-à-dire ce que je vais dire, ben vous le respectez, ce que vous allez dire, je vais le respecter, ce sera écouté, entendu. Voilà, ça permet un sentiment de confiance. Et bien ça, ce sont des caractéristiques qui permettent à un groupe d'être solidaire et de pratiquer l'entraide. Et je vais terminer sur quelque chose qui est dans la même foulée, dans la même lignée, mais qui est un peu plus économique et un petit peu plus lié à notre sujet. Je vais parler des biens communs. Alors vous savez qu'aujourd'hui, il y a une sorte de lutte entre les biens publics et les biens privés. La privatisation, hein, on en a tous entendu parler. On sait qu'avec le Conseil national de la résistance, qu'on a bien écouté les conférences de François Asselineau, on sait qu'il y a eu des nationalisations. Hein, on le savait avant, mais maintenant on le sait encore mieux. Et puis on sait que maintenant, bah, il y a, avec l'Union européenne, eh bien, il y a de la privatisation à tout va. Ça, on a bien compris. Alors, un bien public, qu'est-ce que c'est ? Je prends l'exemple d'une plage, par exemple la plage de Donville, où j'aime bien me balader. C'est un bien auquel tout le monde a accès dans les mêmes conditions. Si vous voulez venir vous balader sur la plage de Donville, vous ne paierez pas plus que moi. Hein, vous irez vous balader sur le sable. Et à condition qu'on ne soit pas 3 millions à aller sur la même plage de Donville au même moment, le fait que j'y aille ne gênera pas la personne qui ira. Ce ne sera pas exclusif. Hein, donc tout le monde dans les mêmes conditions, sans exclusion. Pareil pour un éclairage public. Un éclairage public, un réverbère, tout le monde y a accès, et sauf si tout le monde veut s'agglutiner autour du même réverbère, il n'y a pas d'exclusion. C'est ça un bien public. C'est important, hein, voilà. Alors, un bien privé, c'est autre chose. Un bien privé, c'est exactement l'opposé. C'est-à-dire que personne n'y a accès dans les mêmes conditions, il y a une personne ou un groupe de gens qui ont accès, et une fois qu'ils y ont accès, les autres en sont complètement exclus. C'est ça un bien privé. Donc vous voyez, ce sont deux logiques complètement différentes qui se sont opposées depuis qu'il y a un État et surtout depuis la Révolution française, mais qui aujourd'hui, cette opposition prend vraiment une importance considérable hein, par rapport à notre patrimoine. Enfin bon, ça vous le savez aussi bien que moi. Et donc, il se trouve qu'il a existé dans l'histoire autre chose que les biens publics et les biens privés. C'est ce qu'on a appelé les biens communs. Alors, par exemple, au Moyen-Âge, il y avait le seigneur possédait la terre, il avait ce qu'on appelait la propriété éminente du sol, et il la donnait en usage, hein, donc droit d'usage, à des agriculteurs, à des serfs ou à des vilains, enfin plutôt à des serfs. Bien. Donc la terre était partagée en lopins. Et puis il y avait un village, et sur ce village, il y avait des friches, il y avait des bois, qui appartenaient au seigneur, mais sur lesquels les villageois avaient un droit d'usage commun. C'est ce qu'on appelait des biens communs, si vous voulez. Donc chacun pouvait aller y mettre certains animaux. Il y avait des porcs, des cochons qui allaient manger les glands. On pouvait aller cueillir couper de bois, selon certaines règles définies par le groupe. Hein. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle les biens communs. Ce sont des biens qui ont existé dans l'histoire, dans le monde entier. Bon. Alors, donc il y a eu des économistes, mais des économistes contemporains qui n'aiment pas trop tout ce qui est commun, tout ce qui est solidaire, etc., qui aiment bien la concurrence et tout. Et l'égoïsme, parce que c'est ça, hein, je suis en train de vous dire, c'est que les théories économiques, elles sont fondées sur l'égoïsme. Hein. Bon, et on le redéveloppera. Eh bien, il y a un économiste des années, en 1968 exactement, pourtant ce n'était pas mai 68, il n'avait pas vraiment l'esprit, et lui, il s'est dit, est-ce que les biens communs, ça a de l'avenir, est-ce que ça a un sens économiquement? Et il a dit, je vais imaginer un pâturage où chacun pourra venir emmener ses animaux librement.
Ben, comme chacun est égoïste, chacun essaiera de mettre le plus possible d'animaux sur le pâturage, et bientôt il sera surpâturé, il n'y aura plus de racines, il n'y aura plus rien, ce sera un marécage, de la gadoue, et ce sera fini. Bon, et donc, il a dit, voyez, moi, économiste, je m'appelle Gareth Hardin, je vous dis que les biens communs, ça n'est pas possible. Bon, ok. Il y a une dame qui s'appelle Elinor Ostrom qui, elle, a dit, ouais, c'est pas possible, mais enfin, ça a quand même existé pendant des centaines d'années dans le monde entier. Et c'est pas possible, c'est curieux quand même. Donc, elle est allée voir, elle a eu le prix Nobel d'économie à un certain moment. Elle est allée voir dans le monde entier, s'est baladée, elle est allée voir en Afrique, en Europe, en France, aux États-Unis, elle est allée voir les biens communs. Je prends mon papier parce que je vais vous dire des petites choses après. Et donc, elle est allée voir et elle a vu que ça marchait très bien à certaines conditions. La condition, c'était que les gens, un bien commun, c'est un bien privatisé par un certain nombre de personnes finalement. Ça appartient à des personnes. Mais ça marche à condition d'avoir des règles d'usage admises par tout le monde. Si nos règles d'usage, c'est chacun y va égoïstement et pompe le maximum de ressources, ça ne marchera pas. Pareil pour un banc de poissons, pareil pour tout. Par contre, si on fait un certain nombre de lois, de règlements que tout le monde accepte, ça marche très très bien. Alors je vais vous en parler, je voulais vous parler des 8 points parce que c'est intéressant de savoir qu'à notre époque, on peut encore faire de la gestion en bien commun. Je le dis parce qu'elle a fait toutes ses études dans le monde entier. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Après, elle est allée à Los Angeles. Et elle a aidé les gens, les habitants de Los Angeles, à faire une gestion en bien commun de leur eau. Et ça a marché. Donc, vous voyez, ce n'est pas quelque chose de ringard, les chasseurs-cueilleurs, pas du tout. Ça, Los Angeles, ça a marché. Hein. Donc, il est possible aujourd'hui, elle en a fait la preuve, je ne sais pas si ça marche encore aujourd'hui, mais quand elle l'a fait, et on a la preuve que la gestion en bien commun peut fonctionner, même dans un pays très capitaliste, très, très développé, selon les critères commerciaux et capitalistes. Bon. Alors, il y a un certain nombre de conditions à respecter, je veux vous les dire, puis après j'aurai terminé, hein, je vais simplement vous dire ça. Alors, elle dit que ce qui est important, c'est de prendre en considération la question des limites. Bien savoir qui sont les usagers et bien savoir les limites de la ressource. Par exemple, pour une irrigation. Bon. Qui a le droit d'irriguer avec l'eau de la nappe phréatique? Et la nappe phréatique, elle peut irriguer combien de champs? Combien de temps? Il faut être très clair sur qui et les limites de la ressource. Ensuite, il y a ce qu'elle appelle la question de la bonne échelle. Il faut que ce qu'on propose dans l'exploitation des ressources, du bien commun, il faut que ce soit cohérent avec la société dans laquelle on est. Par exemple, si il s'agit d'irriguer quelques planches dans une oasis sud-marocaine, hein, donc des planches d'irrigation, hein, voilà. S'il s'agit d'irriguer ça, traditionnellement, ça se fait avec une noria qui va chercher l'eau dans la nappe phréatique et qui déverse avec des outres ou des choses comme ça. Bon. Si on installe 15 pompes électriques sur la nappe phréatique pour lever plus d'eau, ça ne marchera pas. Parce que les gens savent, à moins qu'on dise pompe électrique, mais pas plus de temps. Il faut que ce soit cohérent. Et ça, c'est très important que ce soit cohérent avec la société. Et ça, je suis d'accord entièrement avec elle, parce que j'ai travaillé longtemps avec des gens qui faisaient du développement, et en particulier du développement agricole. Et pendant de longues années, les gens, peut-être honnêtement, malgré tout, n'ont cessé de dire aux sociétés pauvres, par exemple quelqu'un qui cultivait avec une houe, donc une bêche, quoi, voilà, dire « mais non, ce sera beaucoup mieux avec un tracteur, mais non, ce sera beaucoup mieux ». Et ça ne marche jamais. On va vous payer vos tracteurs. Oui, mais après, qu'est-ce que je fais? Voilà, ça ne marche jamais. Par contre, si on leur dit peut-être vous pouvez avoir une culture attelée,
avec des bœufs, avec voilà, des yaks ou je ne sais pas quoi, ça marche. Parce que c'est le grade au-dessus de l'intensification de la société dans laquelle il se trouve. Mais si ce n'est pas cohérent, ce n'est même pas la peine d'essayer. Et c'est pareil pour les biens communs. Bon, alors on reparlera du développement, mais pourquoi ces projets de développement ont été faits, ont été maintenus pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans? Parce que ça rapportait aux gens qui vendaient les tracteurs, aux gens qui vendaient les pesticides, aux gens qui vendaient les engrais, bien évidemment. Bon, on en reparlera, ne vous inquiétez pas, je sais quoi dire sur le sujet. Et donc, il faut donc qu'il y ait un accord avec les conditions locales et qu'il y ait un accord, enfin une cohérence entre les besoins et la ressource. Si on a un banc de poissons mais qu'on en a besoin de 10 fois plus, il n'y a pas de cohérence. Voilà. Après, il faut qu'il y ait une imbrication, c'est-à-dire qu'il est très important, par exemple pour une irrigation, de garder des antennes locales, que les gens localement puissent s'exprimer, gérer la ressource, quitte à ce qu'il y ait une coordination à un niveau d'un territoire plus grand. Mais c'est important de garder l'imbrication, c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas centraliser. Il faut que les gens se sentent encore proches de la ressource et qu'ils aient envie de la gérer. S'ils n'ont plus envie, c'est fini. Alors, bon, l'Union européenne, mais bon, très bien. Ensuite, la question du sentiment d'égalité et d'équité. Alors là, vous connaissez bien la différence maintenant. François Asselineau en a parlé pendant assez longtemps. Vous savez, l'égalité du temps de parole et l'équité du temps de parole. Alors, l'égalité, c'est pas la même chose que l'équité. L'égalité, c'est l'égalité. Hein. Donc, moi, j'ai le droit à autant d'eau que l'autre, autant de poissons, autant d'eau que l'autre. Et puis, il y a l'équité. L'équité, c'est pas pareil. C'est quelque chose que tout le monde reconnaît. Toi, tu as 3 enfants, moi j'en ai 1. Le groupe t'autorise à avoir un peu plus d'eau ou un peu plus de poissons. Ça, c'est le sentiment d'équité. Mais ça, on ne le décide pas tout seul, on ne dit pas « moi je suis équitable ». Non, le groupe décide de ce qu'il juge comme équitable. Et ce n'est pas forcément de l'égalité. Voilà, donc ce n'est pas arbitraire. Ensuite, il y a la question du rapport à l'environnement, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un ou un groupe qui surveille les usagers, parce que certains peuvent tricher, donc éviter que les gens trichent. Si les gens trichent, c'est fichu. Et il faut qu'il y ait, la ressource soit surveillée. À telle saison, la nappe phréatique est trop basse, il faut qu'on arrête de faire telle chose. Voilà, ça c'est important. Et il faut aussi qu'il y ait une question du sentiment de justice, c'est-à-dire que prévoir des punitions graduelles, enfin des amendes, des choses comme ça, si les gens ne respectent pas, pour les persuader que c'est plus intéressant pour eux de respecter. Et il faut aussi qu'il y ait un mécanisme assez simple de résolution de conflits. Donc ça va avec des structures imbriquées, c'est-à-dire que c'est des résolutions locales de conflits en fait. Bien. Et enfin, il y a la question de la sécurité du groupe, c'est-à-dire que ce groupe, ces biens communs, doivent avoir le droit d'exister. C'est-à-dire si on est, par exemple, dans une oasis, on fait un groupe qui veut faire de l'irrigation, hein, mais si le gouvernement marocain, par exemple, dit « Ah ben non, moi je veux pas », c'est moi qui vais décider avec mon grand barrage ce qu'on va faire de l'irrigation, ben c'est fichu. C'est-à-dire qu'il faut que ce groupe d'irrigation, il ait la volonté et la possibilité d'exister. S'il n'a pas la possibilité d'exister, s'il est en danger, mis en danger par une autorité plus importante, ça ne marchera pas. Si toutes ces règles sont respectées, eh bien, le groupe, le bien commun, la gestion en bien commun peut se faire. Et Elinor Ostrom l'a montré dans plein de cas, et l'a montré et l'a démontré. Elle a montré que ce que disait Gareth Hardin sur la tragédie des communs, ça n'avait rien à voir avec une gestion de bien commun, c'était un bien gratuit, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, les gens y ont accès gratuitement, ils font ce qu'ils veulent. Bon, ça ne marche pas. Par contre, un bien commun, ça marche. Et alors, la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que, donc, on peut faire des biens communs, mais ce n'est pas forcément la meilleure solution. Par exemple, pour l'eau, à partir du moment où la privatisation de l'eau n'a pas plu à certaines communes, eh bien, les citoyens de ces communes ont choisi de municipaliser la gestion de l'eau. Ils n'ont pas choisi de la gérer par eux-mêmes. Ils n'ont pas dit on est des citoyens, on va gérer notre eau. Non, ils ont dit on va le confier à la municipalité. Hein? Et donc faire des biens communs, ce n'est pas une obligation non plus, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux sur Terre, mais c'est possible. D'accord ? Alors la prochaine fois, ce que je vous proposerai,
ça va être de parler de deux sociétés qui ont, parmi les premiers États connus, en tout cas, ce n'étaient pas les vrais, c'est pas les premiers, mais c'est pas mal, c'est la cité athénienne et c'est la société féodale. Bon. Et à la fin de cela, j'aimerais faire une discussion, ou en tout cas apporter quelques éléments de réflexion comme ceux que j'ai apportés aujourd'hui, sur qu'est-ce que l'intérêt général et est-ce que l'État a quelque chose à voir avec l'intérêt général. Ça, ce sera le programme de la prochaine séance, si vous le voulez bien. Merci beaucoup. Et merci à vous. Merci à vous.